Bonjour à tous, et merci de votre intérêt. Je sais que vous êtes tous des spécialistes très compétents du sujet. Moi aussi, je suis assez accro à ce sujet, donc c'est agréable de savoir qu'on partage ce même centre d'intérêt. Au cours des 45 minutes à venir, je vais tourner autour de cette question qui s'affiche ici à l'écran. La nature est-elle, peut-elle être un allié pour la santé des enfants? Ma présentation sera structurée en 3 parties. D'abord, je parlerai principalement de l'exposition à la nature et la santé des enfants. Ensuite, on précisera un peu les choses et je parlerai des bénéfices spécifiques, des types d'expériences de nature, quoique en des termes assez larges. Et au final, je parlerai du jeu en extérieur, plus spécifiquement, et de la relation entre le jeu extérieur et la santé. Et comme nous avons ici à Strasbourg une audience de spécialistes dans la salle, du moins pour vous, parce que moi j'ai pas pu être avec vous en présentiel à Strasbourg, comme vous avez tous de l'expérience dans ce domaine et que vous êtes capables de transposer ces réflexions et observations en actions, qui peuvent être mises en œuvre pour promouvoir la possibilité pour les enfants d'avoir ce contact avec la nature, pour y jouer davantage. J'aimerais passer un peu de temps aussi pour regarder la chose de façon plus systémique et parler aussi des points où nous devons intervenir pour promouvoir plus d'opportunités de jeux en extérieur et aussi une expérience de la nature et une exposition à la nature. J'espère que ce programme vous convient. Je ne peux pas voir vos réactions, mais j'espère que ça convient à tout le monde, ces points que je souhaite aborder. Excellent programme, Lerc. Très bien. Et alors, les traducteurs m'ont demandé de faire des petites pauses entre les diapositives pour qu'ils aient le temps de traduire. Ça pourra peut-être paraître un peu artificiel, mais c'est pour la bonne cause, pour permettre l'interprétation en français. Mais avant de rentrer dans le détail de ces 3 parties de mon ordre du jour, je voudrais parler un peu de terminologie, dans la mesure où cette question, la nature est-elle, peut-elle être un allié pour la santé des enfants, est en fait une question très complexe. Et je voudrais dire quelques mots à ce sujet, pourquoi c'est le cas, si j'arrive à afficher la diapositive, voilà. Donc, pour expliquer un peu pourquoi cette question est complexe, je voudrais évoquer ici le travail de collègues qui, en 2019, ont appliqué la grille de lecture d'un écosystème à cette question de la nature et de la santé mentale. Et ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de confusion sur ce dont on parle quand on parle de nature. En effet, la nature et la façon dont nous pensons, comment la nature peut avoir un impact sur notre santé, est très très complexe. Donc il faut détailler un peu. À quoi pense-t-on exactement quand on dit que la nature est bonne pour la santé? À ses caractéristiques distinctives? Est-ce que c'est la façon d'être dans la nature? La façon d'utiliser la nature? D'interagir avec elle? Et puis, quels aspects différents de la santé on évoque ici? Santé physique, sociale, mentale? Donc, je vais parler principalement, au cours des 45 minutes à venir, de l'exposition à la nature et de l'expérience de la nature. Et je ne vais pas parler beaucoup des caractéristiques de la nature. Ce serait autre chose. C'est une question difficile qui nécessite beaucoup de données. On est aujourd'hui capable d'explorer
comment ces caractéristiques distinctives et naturelles peuvent créer différents types d'exposition à la nature et donc différents types d'expériences de la nature, différents types d'utilisation de la nature et donc qui produisent différents types de bénéfices. C'est un thème sur lequel je reviendrai un peu plus tard, mais en tout cas, je crois qu'il est important d'essayer de séparer un petit peu les choses, parce que c'est très complexe, cette question. En fait, est-ce que la nature est bonne pour la santé? Voilà, donc ce schéma ici vous montre en partie pourquoi c'est une question très complexe. Voilà, maintenant on va parler de ce que nous savons du lien entre exposition à la nature et santé des enfants. Voilà. Comme Gillian l'a mentionné, c'est le début de ce travail que nous avons mené il y a quelques années. En fait, l'idée était de mener une revue systématique et une évaluation de la littérature relative à ce thème d'être dehors en termes d'exposition à la nature et aussi différents types de nature et d'usage de la nature. Ce que nous voulions avoir, c'est un cadre cohérent de médiation et d'état pour essayer de comprendre le lien entre le contact avec la nature et le développement et le fonctionnement socio-émotionnel des enfants. Et aussi de clarifier les fondements empiriques de ces mécanismes essentiels et d'identifier des moyens de poursuivre les recherches. Et c'est pourquoi, dans cette étude, on s'est demandé quels états et comportements des enfants étaient associés de façon indépendante au fonctionnement socio-affectif des enfants et la disponibilité de la nature ou le temps qui y est passé et quelle est la cohérence de ces associations entre ces états et comportements et le contact avec la nature. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce travail et de ce schéma. Mais le fait est qu'on a couvert un très large panorama de la littérature, et un petit peu ce qui est résumé dans ce diagramme. Inutile de tout essayer de lire ici, maintenant, ou alors on peut s'intéresser à certaines parties de ce diagramme. Mais voilà, on tente ici de résumer tout ce que nous avons trouvé dans la littérature. Il est donc assez touffu, naturellement. Évidemment, vous pouvez toujours vous référer à l'article plus détaillé qui a été publié pour les parties qui vous intéressent plus spécifiquement. Mais ce diagramme, ce qu'il fait, c'est qu'il identifie des chemins identifiés avec des éléments de médiation relatifs aux états, aux comportements, au milieu. Et donc, vous avez à gauche le type d'expérience de la nature, avec deux catégories, recherche expérimentale et recherche par observation. Et puis, au milieu, vous avez une série de comportements, d'états, dont nous savons, par d'autres recherches indépendantes, qu'ils sont associés à des paramètres de développement socio-affectifs. Ce qui est intéressant avec ce diagramme, c'est que vous pouvez regarder par exemple le jeu et la façon dont la nature est associée au jeu. Et cela en soi est intéressant. Vous pouvez trouver les références aux articles en question, mais il peut être intéressant de replacer ça dans un contexte. Si la nature est associée au jeu, on sait aussi que le jeu peut avoir une influence positive sur des relations, sur des comportements adaptés, des compétences sociales, etc. Donc, pour lire ce diagramme, on regarde les chemins et les flèches. Une flèche en trait épais, ça veut dire qu'on a des résultats robustes. La façon dont on a défini cette robustesse
c'est si on a plus de la moitié des résultats qui suggèrent des bénéfices associés à la présence dans la nature ou au fait d'être exposé à la nature. Les flèches en traits plus légers indiquent le contraire, à savoir pas de corrélation semble-t-il, et les lignes en pointillés indiquent que les éléments sont très minces. Donc reprenons le jeu comme exemple. Il semble qu'il y ait une corrélation entre le fait d'être à l'extérieur et la façon dont les enfants jouent, mais les éléments de corrélation sont faibles, donc pas très significatifs. Je prends un autre exemple, je passe à quelque chose d'autre, allergie et asthme, par exemple. On voit ici qu'on a des études, certes, mais on n'a pas de corrélation établie entre ces conditions et ce qu'on pourrait attendre a priori. Voilà. Donc, il peut y avoir un certain nombre de raisons à cela, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces relations, mais vous avez l'idée générale ici, avec les interactions et la proximité, la disponibilité de la nature et les résultats qui apparaissent à droite. Alors j'en ai déjà parlé un peu. Ces chemins les plus intéressants qui apparaissent dans le diagramme, ce qui me paraît intéressant du point de vue de la santé, c'est par exemple le fait qu'on a une forte corrélation avec les naissances. Et les spécialistes en santé publique savent que c'est un bon élément prédictif, donc un élément intéressant, donc un résultat intéressant. Autre chose peut-être un peu plus surprenant, je vais sauter un petit peu là certains points. On suppose que la proximité avec la nature réduit le niveau de stress. On a des théories sur ce sujet, mais on ne retrouve pas ce chemin causal dans les résultats de recherche chez les enfants. Ce qui veut dire que il y a peut-être ici autre chose, ou alors il faut regarder le sujet sous un autre angle. Et alors s'agissant du jeu aussi, j'en ai parlé, si on tient compte de l'aspect fondamental du jeu dans nos processus d'apprentissage et de devenir, comment on existe dans la nature sauvage, les fondements de la santé par le jeu, je crois que c'est intéressant de voir ici que la qualité du jeu est différente dans la nature, elle est plus diverse. Mais on voit aussi que la durée du jeu est plus longue dans un même endroit. Ça veut dire qu'on favorise peut-être une plus grande concentration chez les enfants et ça recoupe également d'autres résultats de recherche. Voilà, on pourra revenir sur ce point si vous avez des questions, mais je vais passer maintenant à la seconde partie de ma présentation. Donc, deuxième partie. Que savons-nous de l'expérience de la nature en relation avec la santé des enfants? Alors, lorsqu'on a regardé le type d'expérience de la nature dans cet article scientifique qui s'affiche là, c'est en fait ce concept danois Friluftsliv, c'est-à-dire être dehors au grand air. C'est une sorte d'expérience immersive de la nature. J'y reviendrai dans un instant.
Mais ce qu'on a regardé, ce qu'on a fait dans cet article, c'est qu'on a collecté tout ce qui existait sur les bénéfices en termes de santé mentale, physique et sociale associés avec une expérience immersive dans la nature pour les enfants et adolescents pour avoir une idée de l'état des connaissances sur ces bénéfices. Et je l'ai mentionné auparavant, cette expérience immersive de la nature, c'est quelque chose de très délibéré en termes d'utilisation de la nature. C'est-à-dire qu'on est dans la nature exprès. Il y a donc une motivation intrinsèque à être dans la nature. Donc c'est une utilisation individuelle de la nature qui combine une expérience de connexion avec la nature et un engagement physique et ou mental avec la nature. Donc la nature est entendue ici de façon très large, avec une diversité d'environnements naturels, en dehors des installations fixes, telles que terrains de sport, activités de rue, et on n'a pas non plus pris en compte la nature virtuelle. Typiquement, c'est quand on s'éloigne de l'environnement quotidien, donc c'est aussi hors du jardin d'une maison individuelle par exemple. Et ça fait mettre en jeu une activité physique légère, modérée ou intense, mais on n'est pas dans la compétition sportive. Et il n'y a pas de transport d'un lieu A à un lieu B et pas d'activité motorisée. C'est une solide tradition dans les pays scandinaves, pas seulement au Danemark. Donc c'est un petit peu la cartographie qu'on a trouvée dans cette étude. Alors la santé a été étudiée selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé. La santé est un état de bien-être physique, mental et social complet et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Et ce qu'on a trouvé, c'est en fait un champ d'action très large et très divers. L'essentiel de la recherche commence par le fait de savoir qui est impliqué, donc quels sont les participants. Ce sont principalement des adolescents avec en général un certain nombre de difficultés. Des perturbations émotionnelles, des abus de substances, de la délinquance juvénile, l'enfance défavorisée, également des enfants en surpoids et typiquement des enfants en cours de développement. Mais je dirais d'une façon générale un public cible pour ces études d'adolescents qui font face à un certain nombre de difficultés d'une façon ou d'une autre. Ensuite, la deuxième colonne, c'est le quoi, les initiatives. Alors c'était souvent des expéditions type camp d'aventure, souvent utilisé pour faire du renforcement de groupe ou d'équipe, ou pour travailler la lutte contre le harcèlement ou des traitements comportementaux, de la psychologie. Il y a ce qu'on appelle l'éducation hors de la classe. Je sais qu'en France, vous avez une expression, mais que je ne voudrais pas écorcher. Je crois que c'est l'école hors les murs ou l'école du dehors. En tout cas, je sais qu'il y a une tradition française dans ce domaine. Et puis les jardins d'enfants, les maternelles en extérieur. Ensuite, troisièmement, le lieu d'étude. L'essentiel des recherches ont été menées ici en Amérique, où il y a une forte tradition de ce type d'études. Et puis il y a également l'Europe, qui était un terrain d'études, et l'Océanie, l'Asie, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En Europe, il y a pas mal de recherches sur l'école du dehors et les jardins d'enfants à l'extérieur. Et donc, ce qu'on a trouvé, alors on va faire une petite pause pour les traducteurs. Donc on a trouvé là aussi une très grande diversité de résultats
Et really all over the board. dans beaucoup de domaines, The en fait, things hein, that researchers have explored. You'll de see domaines qui ont été everything explorés from par ces recherches. BMI, Ça peut an aller indicator de of body l'indicateur de masse composition, corporelle, to l'IMC, self-efficacy, self-concept, l'auto-efficacité, self-esteem, la conception which de are all things soi-même, that we see l'amour-propre, that are targeted et tout, actions d'ailleurs in souvent des objectifs cibles hein, de ces camps space camp, d'aventure ou de ces adventure therapy, interventions. interventions. I will unfold this a little bit more just now. Et si on va So this here rentrer is maintenant dans le a détail, diagram trying on to a ici summarize des schémas qui what the résument findings were les from résultats de ces different recherches areas of sur health. ces résultats en termes de santé There's a lot of mentale. research that's Il y a focused beaucoup on the d'études qui sort of s'intéressent aux psychotherapy of bénéfices psychosocial apportés par ces methodology. thérapies par l'aventure, And this des also mesures kind of psychosociales, hein, prompted comme je other l'ai évoqué, meta-analyses et ça correspond that aussi à d'autres analyses plus méta, avec une amélioration des indicateurs suite à de telles thérapies. Et donc vous avez ici un code de couleur du bleu foncé au plus léger, avec le bleu foncé qui indique que voilà, les adolescents qui ont été intégrés dans ces thérapies par l'aventure ont une amélioration de l'amour-propre et plus que ce qui aurait été obtenu avec d'autres options. Et ça, on le voit avec les groupes de contrôle. Ici, vous avez le nombre des études, à droite dans l'encadré, les études qui ont utilisé un groupe de contrôle. Je ne vais pas rentrer dans le détail des raisons pour lesquelles il est important d'avoir des groupes de contrôle, mais c'est simplement pour dire que ça donne des conclusions plus solides, plus robustes, qui montrent que ces thérapies ont des effets positifs. Voilà, donc ça c'est les résultats essentiels. On a une forte amélioration de l'amour-propre. Et voilà, c'est ici, là, en haut. Et encore plus là où on avait des groupes de contrôle. Vous l'avez ici aussi pour les performances cognitives. Alors là, c'était un type d'expérience de la nature différent. Il s'agissait davantage de visites plus courtes dans la nature. Donc un type différent, oui, d'exposition à la nature. Bien. Alors, moi, je suis une scientifique, hein, qui mène des recherches, et je dois dire aussi que, en fait, beaucoup de ces études présentent des lacunes assez sévères en termes de qualité des éléments d'évaluation. Ça veut dire que sans doute il faudrait mener d'autres recherches avec d'autres exigences de qualité qui pourraient suggérer peut-être d'autres résultats. Donc ça veut dire qu'on a assez peu de certitudes ici. Mais je reviendrai à quelques-unes des raisons qui font qu'on pense que la qualité est insuffisante. Maintenant, en termes de résultats pour la santé sociale, on a ici, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des facteurs qui étaient liés aux aspects relationnels, aux aptitudes, au comportement. Et là aussi, il faut dire que la qualité des études va de très faible à modérée. Donc là encore, on n'a pas une grande qualité des éléments d'évaluation. J'imagine que vous le voyez ici, le degré de certitude. On a, voilà, c'est des études qui semblent montrer qu'on a des bénéfices en termes de leadership, de coopération.
but they were also very low quality. Cela étant, la qualité des études est très faible et les résultats sont moins marqués si on cherche un niveau plus élevé de qualité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble de ces recherches et ça suggère qu'il pourrait y avoir aussi des complexités qui sont ignorées par ces études parce qu'elles sont de faible qualité. Ici, on a des indicateurs type indice de masse corporelle, activité physique, autres facteurs associés. Ici, voilà, vous avez un exemple intéressant. Vous avez une amélioration de l'indice de masse corporelle, mais qui n'est pas meilleure que celle qu'on voit dans le groupe de contrôle. Et là, ces groupes de contrôle, c'était aussi des groupes d'adolescents très actifs. C'était des activités physiques au lieu que ce soit des camps d'aventure. Donc, ça indique que si les camps d'aventure et les activités physiques sont tout aussi bons les uns que les autres, c'est bien si on veut travailler sur l'indice de masse corporelle, mais il y a aussi la question de savoir ce que les participants ont préféré, aussi ce qui est le plus efficient en termes de coût, mais ça, on ne le voit pas dans ces résultats. Et tout cela, là encore, avec une qualité des données modérée. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? Les interventions bénéficient aux enfants, ou alors elles ont un effet neutre, ou similaire par rapport à d'autres programmes. En revanche, aucune étude n'indique que des interventions avaient un effet négatif sur les résultats. Donc, ça corrobore l'idée que ça ne peut pas faire de mal. Et de ce point de vue, il n'y a rien qui indique qu'on risque quoi que ce soit à mettre la nature à contribution. Ce qu'on a regardé également, c'est la suite à donner à ces études. Quelles sont les pistes à explorer maintenant? Qu'est-ce que nous ne savons pas encore à ce stade? Et dans l'ensemble, ce qu'on a vu, c'est que, en fait, la recherche se disperse sur beaucoup de résultats atteignables, différents types d'interventions, différentes conditions de contrôle, et ça rend difficile l'établissement de conclusions très solides, très robustes. Donc il faudrait vraiment approfondir un certain nombre de ces domaines pour pouvoir dire que les résultats sont vraiment solides. La qualité des études de recherche était en général assez faible. Et quand on dit ça, c'est que essentiellement le nombre de participants dans les études était faible. Alors ça peut fausser les résultats, on le sait, hein, dans la recherche, ça introduit des biais et ça veut dire que on peut se tromper sur les conditions qui amènent de fait à de bons résultats. Parfois aussi, les groupes de contrôle étaient mal segmentés et on peut aussi avoir des soucis de sous-sélection dans les groupes étudiés. Donc ça veut dire qu'on peut se retrouver avec des sous-groupes plus sains qu'on ne le voudrait ou à l'opposé, avoir des biais dans le sens inverse. Et puis, il y a aussi, je crois, ce point important qu'il faut considérer la question de la transférabilité, parce que il était assez rare d'avoir des descriptions très détaillées de ce qui se passe exactement dans ces thérapies par l'aventure ou dans l'école du dehors ou l'éducation en dehors de la salle de classe. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ces interventions, dans ces formats? Dans quelles conditions ces interventions peuvent-elles devenir effectives pour aider à atteindre les résultats recherchés? Et par ailleurs, comment peut-on transposer les résultats de ces études à d'autres contextes si on ne sait pas exactement ce qui se passe? Et je crois que c'est un problème important parce que
Avoir un résultat positif, c'est bien, mais on voudrait aussi savoir si on peut étendre ou élargir l'intervention à un contexte plus vaste. Il y a aussi cette tendance à regarder les interventions sur des échelles de temps assez courtes, sans regarder ce qui se passe après, sans créer de passerelle vers la vie normale. Alors, c'est moins le cas dans l'école du dehors, justement, puisque elle est intégrée dans le parcours scolaire, mais c'est le cas en tout cas pour les thérapies par l'aventure. Donc, peut-être il faudrait étudier les questions de longévité, de durabilité des effets, et pas seulement les effets immédiats observés pour concevoir ces programmes. Et puis aussi, on a relevé ce point qui est intéressant pour ceux qui travaillent sur la petite enfance. Où en est la recherche sur les enfants les plus jeunes? On sait que c'est important et on sait qu'il faut là des approches différentes et on a là une très grande lacune en termes de recherche. Voilà, donc troisième partie, que savons-nous du jeu à l'extérieur et de la santé des enfants? C'est la troisième et dernière partie de cette présentation et je vais passer l'essentiel de ce temps à évoquer ce que nous avons retiré de cette étude qui apparaît là à l'écran. C'est le résultat d'un groupe de travail international qui a élaboré une déclaration de situation sur le jeu actif en extérieur. C'est une déclaration qui a été traduite en plusieurs autres langues. Peut-être vous la connaissez déjà. Et je vais brièvement évoquer ce que nous avons fait pour parvenir à ces conclusions, en m'intéressant surtout à ce que nous pouvons faire ensuite. Comment créer des opportunités de jeu actif en extérieur. On s'intéresse bien sûr ici à un type différent d'utilisation de la nature, mais il faut dire aussi que le jeu actif peut se trouver hors de la nature, et il ne faut pas oublier ce point. Alors d'abord, je crois qu'il faut d'abord regarder cette question ici. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on joue en extérieur et plus spécifiquement dans la nature? Et il y a une étude brillante qui a été menée, une méta-analyse qui est une sorte de synthèse des recherches qualitatives dans ce domaine du jeu dans la nature, dans l'éducation de la petite enfance. Et quand on regarde, c'est qu'est-ce que les enfants font de différent quand ils sont dans la nature par rapport au moment où ils sont hors de la nature? Comment est-ce qu'ils jouent? Et je crois que c'est très important de regarder ce point parce que ça nous permet de comprendre où sont les avantages de jouer en extérieur, dans la nature, par opposition à jouer à l'intérieur. Et ce qu'ils ont trouvé en regardant ces recherches qualitatives, c'est que les enfants s'engagent dans une très grande diversité de situations de jeu quand ils sont dans la nature. Construction, action, jeu à risque, situation fonctionnelle, on construit des choses, on prétend certaines choses, on élabore des scénarios, on prend des risques dans des limites. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il y avait en fait une plus grande diversité de choses quand on est dans la nature. Ils ont également constaté que le jeu durait plus longtemps, que l'engagement était plus intense et qu'il y avait plus de confiance dans cet engagement dans les différents types de jeux. Avec beaucoup d'exemples, avec de la créativité, de la résolution de problèmes, de l'exploration, bien plus qu'en intérieur ou dans un extérieur qui ne relèverait pas de la nature. Et ensuite, ils ont tenté d'identifier les aspects de ce fait d'être dans la nature avec ces différents types de comportements. Et en particulier pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la petite enfance, ou si vous êtes enseignant, vous l'avez constaté quand vous êtes en extérieur, mais ils l'ont constaté aussi en menant cette étude
on a cette disponibilité d'une variété d'objets libres, la présence d'êtres vivants, de plantes. Tout ça, ça crée un type différent de connexion et de possibilités. Par exemple, cette disponibilité d'objets variés, utilisables à volonté, pour différentes façons de jouer, ça c'est quelque chose qui est apparu assez clairement dans cette étude. Et la variabilité, l'aspect changeant de l'environnement aussi, créait une diversité d'opportunités de jeu. Avec, par exemple, les endroits où se cacher, où se perdre, les endroits où les objets sur lesquels grimper étaient bien plus importants, bien plus variés dans la nature. Tout ceci nous ramène à la question de savoir pourquoi on estime que le jeu en extérieur pourrait être spécifiquement bon pour les enfants, pour leur santé et leur développement. Quand on a travaillé sur cette déclaration que j'ai mentionnée, on a utilisé cette définition tirée de la plateforme Plateau, qui fait consensus et que vous voyez à l'écran pour le jeu actif en extérieur, qui est décrit comme un engagement volontaire dans une activité intervenant en extérieur et impliquant une activité de quelque intensité physique que ce soit, amusante et ou gratifiante, et en général mue par une motivation intrinsèque. Et ça, c'est vraiment la pierre angulaire dans tous les travaux qui se sont inscrits dans cette déclaration que j'ai évoquée. Et je vais vous donner un bref aperçu de ce que nous avons fait pour créer cette déclaration de situation. On a utilisé différentes méthodes, des scans environnementaux, on a fait de la recherche, de l'extraction dans des textes, on a étudié des travaux remarquables, et tout ça pour essayer de définir un cadre général, conceptuel, à partir duquel travailler. Et ensuite, on a mené plusieurs études, enquêtes de consensus, pour parvenir à un modèle dans les domaines qui sont concernés, impliqués par le jeu en extérieur. Alors, vous retrouvez au milieu le jeu en extérieur, avec des bénéfices et des risques, et bénéfices et risques qui peuvent avoir des implications sur les droits des enfants, leur comportement physique, leur développement social, leur éducation, sur la nature et l'environnement, les connexions, les partenariats avec des communautés et en général sur leur santé. Donc on a tiré ce modèle de toutes les sources et études de consensus qu'on a menées et au final, on est parvenu à ce cadre de travail qui est très similaire au modèle initial, cadre qu'on a utilisé pour guider le travail ultérieur sur ce qu'on savait de ces études. Et en terminant donc par cette synthèse de tous ces éléments. Alors, synthèse qui s'appuie sur des revues coordonnées, mais distinctes de la littérature. On a examiné dans ce travail, ça a été fait par le groupe leader principal et des groupes associés. Et il y avait aussi des groupes d'étudiants qui ont participé. Au total, je crois, 130 personnes dans ces groupes. Et le groupe principal, leader, dont j'ai fait partie, et qui rassemblait des gens du monde entier. Et on a aussi mené des revues prenant en compte la géographie de chacune des régions représentées. Le leadership exécutif était assuré par le Canada et le reste du groupe principal venait des autres régions.
I'll also just briefly later on tell you about Je some peux également dire que les résultats des études menées en Europe, là, je les connais bien puisque j'étais en charge de cette partie et je peux vous dire ce que nous avons trouvé concernant l'Europe. Le but était d'identifier l'état de la recherche, des leaderships, des politiques, des cultures concernant le jeu actif en extérieur, et cela dans chacune des régions. Et c'est sur la base de tout ce travail que la déclaration évoquée a été créée pour tenter, sur la base des éléments factuels dont on dispose, de voir ce que nous devons faire maintenant, les actions pour lesquelles nous devons plaider. Et ce que nous avons trouvé, donc sur la base de ce corpus de littérature et qui est résumé dans la déclaration, c'est que le jeu actif en extérieur nous permet de bouger davantage, de jouer plus longtemps, de mieux dormir. Il catalyse une santé et un bien-être durable. Il favorise la confiance en soi, favorise l'avènement d'une planète plus heureuse et plus saine. Il peut renforcer la résilience climatique et la gouvernance vers un futur plus durable. Il peut établir des ponts entre des communautés. Il offre des opportunités d'apprentissage diverses et il réduit le temps excessif passé à l'intérieur. Alors, certains d'entre vous le savent certainement, cette déclaration de 2025 avait été précédée par une déclaration qui remontait à 2015, dans laquelle l'un des messages clés était que l'accès aux jeux actifs dans la nature, avec ses risques, était essentiel pour le développement sain de l'enfant. Et dans la déclaration de 2025, nous avons en fait élargi l'étendue à l'ensemble du globe. La déclaration précédente était centrée sur le Canada. Là, en 2025, on avait élargi la déclaration à l'ensemble de la planète et puis aussi on incluait tous les âges. Je crois que c'est très important de le souligner. Ça ne portait pas seulement sur les enfants, mais sur tous les âges de la vie pour lesquels le jeu en extérieur est bénéfique et doit être protégé et favorisé. Et nous avons aussi élargi l'étendue des contenus en exportant les bénéfices du jeu actif en extérieur pour tous, quels que soient les âges de la vie, avec les cultures, les capacités, les communautés, les environnements, et pour la planète donc, avec un accent sur la santé de la planète. Maintenant, sur la base de cette déclaration et de ces travaux, on a développé un appel à une série d'actions dirigées, destinées aux différentes fonctions, aux différents rôles dans la société. Functions in society, I suppose you could say, different people, different types of people who are different roles. And I'm not going to go into depth. Différents types d'acteurs. Je ne vais pas tous les détailler de la même façon, mais je vais m'attarder sur ceux qui sont peut-être plus pertinents pour vous. Donc les sociétés, la recherche, la surveillance, les politiques et les législations, l'éducation, les écoles, la santé publique, les politiques de soins, l'urbanisme, les communautés, les familles et les individus. Alors, ce qu'on a dit ici, c'est que au niveau des sociétés, il faut valoriser le jeu, il faut protéger le jeu. Il faut encourager une culture qui valorise et priorise le jeu actif en extérieur comme faisant partie de la vie quotidienne. Il faut créer des accès à des espaces où tout un chacun peut profiter du jeu en extérieur. Il faut plaider pour la collaboration entre chercheurs, entre disciplines, pour que le jeu en extérieur devienne une priorité de santé. En termes de recherche et de surveillance, il faut que les chercheurs et évaluateurs étudient, suivent, comprennent
le jeu actif en extérieur. Il faut investir dans des systèmes de collecte de données et de suivi pour observer les tendances dans le jeu actif en extérieur, identifier les lacunes, les inégalités, explorer la qualité optimale et la quantité de jeux actifs en extérieur pour des populations et des communautés qui soient saines. Et point très important, il faut établir des relations causales entre le jeu actif en extérieur et les résultats de santé et de bien-être. Parce que certaines des limitations que j'ai mentionnées dans certains des travaux sont en fait également des problèmes de recherche. Voilà. Donc on a besoin de données plus solides, on a besoin d'outils, de perspectives pour promouvoir, comprendre et promouvoir le jeu actif en extérieur. Pour les politiques et les législations, il faut créer des cadres pour un accès équitable à des environnements favorisant le jeu, reconnaître l'accès aux jeux actifs en extérieur comme étant un droit fondamental, encourager les gouvernements à édicter et appliquer des politiques qui favorisent le jeu actif en extérieur, promouvoir, protéger, valoriser et investir dans des environnements de jeux actifs en extérieur qui connectent les voisinages, les quartiers, les écoles, les zones de loisirs, les lieux de travail. C'est ici un rôle très important pour les décideurs. Et je pense à vous qui m'écoutez, je sais que c'est un domaine qui vous intéresse. Comment vous pouvez contribuer à promouvoir cette nécessité? Au niveau de l'éducation et des écoles, alors il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Il faut renforcer l'enseignement par le jeu, reconcevoir les espaces. Il est possible d'intégrer des approches et des développements professionnels liés aux jeux actifs en extérieur et aux apprentissages associés dans les programmes éducatifs avec une durée quotidienne de jeux actifs en extérieur dans l'éducation de la petite enfance. Les politiques éducatives type K12, ça c'est davantage au Canada, en Amérique du Nord, et créer des obligations pour garantir un temps de jeu extérieur au sein de l'école, intégrer les classes du dehors et des apprentissages basés sur la nature dans les systèmes éducatifs. Alors, certains d'entre vous sont des professionnels de santé et on a trouvé qu'il fallait éduquer les professionnels de santé, les patients, les communautés sur les bénéfices du jeu actif en extérieur, sur la santé, intégrer le jeu actif en extérieur dans des pratiques de santé et dans des initiatives de santé publique pour réduire la sédentarité, améliorer la santé des populations, collaborer entre les secteurs pour développer des stratégies de santé publique qui promeuvent le jeu actif en extérieur, et peut-être aussi s'efforcer d'élaborer un changement culturel visant à apprécier vraiment ce que le jeu actif en extérieur peut offrir à des patients, des groupes de patients, et de façon préventive pour l'ensemble de la population. Alors, en termes d'urbanisme, là, il y a de grandes opportunités de concevoir une ville qui invite au jeu. Il ne s'agit pas seulement ici d'équipements à mettre en œuvre dans des espaces. Il s'agit surtout de rendre la ville sûre et accessible. Mais je suis sûr que vous, les urbanismes parmi vous, vous le savez. En tout cas, il y a ici tout ce travail à explorer pour promouvoir ces opportunités dont la population a besoin pour promouvoir ces possibilités. Aussi la nécessité de prioriser la préservation et la restauration d'environnements naturels qui vont encourager le jeu actif en extérieur.
quand on conçoit ces espaces pour des communautés, et puis réformer les politiques et les règlements municipaux pour soutenir activement et permettre le jeu en extérieur. Je vais passer rapidement sur d'autres aspects. Au niveau des communautés, il faut proposer des espaces inclusifs, sûrs, propices au jeu, où tout le monde se sent bien. Mais je vous renvoie à la déclaration si vous voulez en savoir un peu plus et appréhender le contexte. Bon, pour les familles, il faut avoir du temps familial pour le jeu, ensemble. Et pour l'ensemble de la population, pour tout le monde, c'est prendre le temps d'aller en extérieur, explorer, s'approprier le jeu, et puis également respecter la gestion des environnements extérieurs où on peut jouer. Maintenant, j'ai mentionné rapidement le fait qu'on a mené ces études régionales pour savoir quel était l'état de l'art des politiques, des pratiques et des recherches également dans la région Europe. Et on a trouvé en fait qu'il y avait une très impressionnante variété de types de jeux en extérieur avec des traditions très ancrées et très diverses à travers l'Europe. Certainement dans les pays scandinaves avec des approches spécifiques, mais il y a aussi d'autres approches, il y a beaucoup de choses à apprendre d'autres pays, des approches très riches dans la manière d'appréhender et de pratiquer le jeu en extérieur. Et ce qu'on a voulu comprendre, c'était entre autres quel type de système nous devons mettre en œuvre pour soutenir le jeu actif en extérieur en Europe. Et ce point de départ a été mis en question de façon très claire par ces travaux, parce qu'il est apparu de façon vraiment très frappante que dans les endroits où on a ces traditions très fortes, en fait, ce sont des approches qui sont essentiellement alimentées par la culture. De fait, au Monténégro, par exemple, on a cette culture d'aller jouer dans la prairie, dans les prés, ou d'aller prendre l'air frais. C'est une manière de vivre. C'est pas un problème qui est traité par des politiques publiques, ni intégré dans des législations contraignantes, mais c'est simplement une façon de vivre. Et ce qui nous a beaucoup frappé, c'est en fait la diversité des approches et des conceptions selon les pays. Et c'était très riche d'enseignements, de rapprocher ou de recouper tous ces éléments avec la terminologie et les travaux qui sont menés, les travaux remarquables du réseau Plateau. Mais ça a montré aussi qu'on avait besoin de plus de clarté conceptuelle et peut-être d'une exploration plus approfondie de ce qu'est le jeu en extérieur à travers l'Europe. Donc, avec des recherches plus précises sur l'aspect culturel, on a vu que dans l'ensemble, on avait un cadre systémique qui était très fragmenté et fragile pour la promotion du jeu en extérieur. Et dans beaucoup de ces pays, c'est un agenda qui peut être appuyé par des politiques plus affirmées. On a des exemples marquants, par exemple dans le pays de Galles, où vous avez une obligation de suffisance de jeu, où on prescrit ce qui doit être proposé dès la petite enfance et la primo-éducation. Et puis aussi le suivi et l'observation pour s'assurer que tout cela est bien mis en œuvre. Et la même chose en Suède,
où on a des législations sur la promotion de l'opportunité d'une expérience de la nature. Et là, on a un suivi pour savoir ce qu'on fait, comment on le fait et si on en fait assez pour soutenir cet écosystème. Et on a constaté aussi qu'au final, on avait besoin de davantage de leadership, de coordination, de collaboration. On peut dire qu'on s'améliore dans ce domaine. Le simple fait d'ailleurs de travailler ensemble sur ces questions est un atout. Voilà, c'est en fait ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vous vous souvenez qu'on a commencé par ce modèle où on a parlé d'exposition à la nature et d'expérience de la nature. Et je crois qu'on a couvert bon nombre de choses avec beaucoup d'aspects que nous ne comprenons pas encore, il faut le dire, et que nous ne savons pas. Mais j'espère que ça vous donne un panorama général du potentiel de la nature en tant qu'allié pour la santé des enfants. Voilà, merci de votre attention. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, vous avez mon adresse email qui s'affiche à l'écran et je reste avec vous pour une séance de questions et réponses. Merci beaucoup, Lerke. Okay, fantastic. Ok, je vais me tourner vers la salle. C'était vraiment une présentation très riche et fascinante qui nous montre toute la recherche que tu as menée. Et c'est vraiment fascinant de voir aussi certaines des difficultés. On a tendance à vouloir que la nature soit une sorte de panacée universelle capable de tout résoudre. Voilà, on va dehors avec beaucoup de bonnes intentions et pourtant il y a encore beaucoup de choses à apprendre. On a cette intuition des bénéfices à en tirer et c'est vraiment captivant de voir ce qu'on sait et ce qu'on a encore à apprendre. Et en particulier ce travail mené au niveau de ce réseau européen et international, on voit que le sujet est une préoccupation, pas seulement ici en France, mais aussi en Europe et dans le monde entier, avec beaucoup d'initiatives. Et sans doute certains des participants ici aimeraient en savoir un peu plus sur ce réseau et sur l'article mentionné et comment contribuer à ce domaine. Ça fera l'objet des discussions que nous aurons aujourd'hui et toute cette semaine et ce soir également. Voilà, je vais proposer le micro à la salle pour quelques questions. Merci beaucoup Lerke pour cet exposé extrêmement dense et riche et qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai une toute petite question de vocabulaire. Je voudrais savoir, selon vous, du coup, quelle est la différence entre le jeu actif et le jeu libre, dont on parle quand même beaucoup, notamment dans la pédagogie par la nature? That's a good question. C'est une bonne question. Selon le consensus qui figure dans l'article en référence, on considère que le jeu actif en extérieur, c'est essentiellement la partie du jeu libre qui est physiquement active. Le jeu libre se définit essentiellement comme ayant une motivation intrinsèque et amusante et ou gratifiante et disons importante dans la manière de regarder le jeu. Les adultes jouent aussi, mais quand on joue, on ne pense pas nécessairement au rire ou à la physionomie des enfants quand ils jouent, mais il y a quelque chose qui peut être considéré comme gratifiant. Donc c'est un peu ce qu'on entend par jeu libre, et donc le jeu actif en extérieur, dans le concept Plateau, c'est la partie du jeu libre qui est physiquement active. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai des commentaires et une question. En France, il y a une chercheuse qui s'appelle Gladys Baragon-Jason qui a travaillé sur la connexion des enfants à la nature et qui a notamment travaillé sur une méta-analyse. Et quant au type d'expérience de nature,
elle en ressort que les expériences de pleine conscience, donc sans activité guidée dans la nature, ont davantage d'effets sur le bien-être et sur la sensibilité environnementale des enfants, parce que ça ressort aussi dans ce que vous avez identifié comme travaux. Et ensuite, un commentaire. Je travaille au WWF, on a un enjeu d'identifier les pratiques qui ont des bénéfices à la fois sur la santé des enfants et sur la sensibilité environnementale. Là, on a plutôt parlé de la santé. On a demandé à une équipe de chercheurs de travailler sur les effets du potager pédagogique sur le bien-être et la sensibilité environnementale. On a trouvé très peu de choses sur le bien-être, à part sur la partie qualitative de l'étude, beaucoup plus sur la sensibilité environnementale. Est-ce que, vous en avez parlé un tout petit peu, mais est-ce que dans les pratiques de jeu libre, des études portent sur cette dimension sensibilité environnementale? Merci. Alors, juste pour bien comprendre la question, vous voulez savoir si le jeu en extérieur influence la perception de l'environnement? Yeah. Okay. Oui, ok, bien. We did part of the work was to also. Une partie de notre travail Statement was to create dans la déclaration de situation que j'ai déjà évoquée outdoor play, était correlates with or impacts d'élaborer une vue d'ensemble de cette question, savoir si le jeu en extérieur se corrèle ou impacte la connexion avec la nature, la perception de la nature, et c'est probablement la partie ou l'une des parties de cette déclaration dont je dirais qu'elle est encore essentiellement spéculative. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'impact du jeu en extérieur, ou disons, il est possible qu'il y ait un impact ou des bénéfices du jeu en extérieur en termes de perception de l'environnement, mais c'est pas un domaine de recherche très fourni qui est regarder cette question spécifiquement. Et je crois que l'une des raisons en est que c'est relativement difficile de le faire, du moins quantitativement. Les recherches qui existent dans ce domaine ne sont pas de la plus grande qualité. Et alors c'est mon point de vue à moi. Si vous parliez à d'autres chercheurs, ils pourraient vous dire qu'il y a des preuves très solides de leur côté, mais moi je pense que cela reste un peu spéculatif. Du point de vue théorique, ça a du sens de penser que le jeu des enfants au dehors va créer un lien et donc qu'ils vont être plus sensibles et percevoir l'environnement, ce qui va les amener à le protéger davantage. Mais empiriquement, on n'a pas constaté que les enfants qui jouaient dehors devenaient en quelque sorte des activistes environnementaux. J'espère que ça répond à la question. Alors, on a une question ici. Merci pour votre présentation. Alors, j'interviens au Luxembourg et en Finlande. Et j'aimerais avoir votre opinion. Vous avez parlé du fait que, avoir à prendre un moyen de transport, la voiture par exemple, pour aller d'un lieu A à un lieu B. Est-ce qu'il y a des recherches? Est-ce que vous avez fait des recherches? Ou est-ce que vous avez des réponses sur les gens, l'approche? Quelle était la connexion entre la motivation à aller à l'extérieur, dans le cas où il faut prendre la voiture, ou bien au contraire, si on peut aller à pied dans une forêt, ou au terrain de jeu, où on peut jouer dehors?
Et je vous ai pas entendu mentionner ce paramètre. À savoir, il y a beaucoup de villes dans lesquelles on peut sortir et on n'a pas besoin de prendre la voiture ou quoi que ce soit. Mais j'habite à Luxembourg, ville. Il y a des forêts magnifiques, juste à l'extérieur de la ville, à 1 kilomètre. Mais c'est très vallonné. Et il faut prendre la voiture, sinon c'est trop compliqué en termes d'accès. Et je n'y vais jamais. Donc, est-ce que vous avez ce type de données, ce type de réponse? It's not something that I have researched Non, alors, too much. c'est pas un sujet sur lequel j'ai mené beaucoup de recherches. Quand on regarde le jeu en extérieur, on ne pense pas au transport parce que c'est un simple moyen vers autre chose. Et dans les études que nous avons consultées sur l'expérience de la nature, c'est un facteur que nous aurions exclu. Donc, ce qu'on a sur ce sujet, c'est plutôt de la connaissance de seconde main indirecte, collectée auprès d'autres collègues. Mais ce qu'ils ont observé, alors je serai honnête, je ne crois pas que ça a été très étudié, cette question du transport et de la motivation à prendre un type de transport et l'influence que ça a sur l'expérience de la nature. Mais à partir de ces données secondaires, disons, il semble que les gens soient prêts à faire un effort, un détour, s'ils peuvent trouver des endroits agréables et des environnements naturels qui se manifestent et dans lesquels ils vont rester un peu plus longtemps. Mais je suis désolé, je ne crois pas pouvoir trop parler de ce sujet en particulier parce que je ne l'ai pas vraiment étudié de façon expérimentale. Oui, c'est vrai que l'accessibilité peut vraiment être un problème pour de nombreux groupes ou pour des écoles. S'il n'y a pas de nature à proximité, y aller est problématique. Et donc, ça peut les empêcher d'accéder à la nature et de passer du temps dehors. On l'a vu dans certaines études. Ouais. Eh bien, Lark, tu nous laisses là avec tant d'idées, d'informations, tant de questions. Merci d'avoir étudié dans un tel détail les recherches menées sur le sujet et aussi pour ces recherches et ce projet de travail en réseau. J'aimerais vraiment qu'on reste en contact, qu'on continue à partager des informations. Tu nous as demandé ce que nous faisions ici en France avec Benjamin et je crois que nous tous ensemble dans la salle, collectivement, on va continuer à participer et à partager des informations. Merci vraiment pour ce temps passé avec nous. Je serai ravi qu'on se reparle très bientôt et maintenant on va te libérer pour le reste de la journée, sauf si tu veux rester avec nous et écouter le programme qui va se dérouler maintenant aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Merci à tous, c'était très agréable de vous rencontrer tous. See ya. Oh, yay! Nice.